Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Bon, l'affaire d'aujourd'hui m'a rappelé deux histoires que j'ai racontées sur cette chaîne. Vous verrez que c'est assez triste, c'est du gâchis, énormément de gâchis. Je vais essayer de vous les incruster là ou là. Et petite parenthèse enchantée, mon roman est à présent disponible sur Amazon. Il s'agit d'un polar qui se déroule entre la France et l'Algérie. Pour le moment, les avis sont plutôt positifs et j'en suis très contente. Ça s'appelle Le Murmure des Oubliés. Le pseudonyme, c'est Fatima Méziane. Et je vous mets le lien pour y accéder directement sur Amazon en espace info et dans un commentaire épinglé. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement. Et puis je vous dis à tout de suite. La Brigada Subacuática, ejemplares caninos de la PDI, buscan intensamente más indicios que lleven a esclarecer el hallazgo de restos humanos en el río Perquilauquén, en la comuna de Ñiquén, región de Ñuble. Ellos han hecho un cuerpo en una bolsa, pero ella vio una cosa así, pero nunca pensaron que era eso. Fue en este lugar en donde ocurrió el hallazgo. Por lo mismo, se sigue trabajando para tener más información. L'histoire démarre le 3 août 2021 près de la commune de Ñiquén, dans la région de Ñuble, au centre du Chili. Ce jour-là, des enfants jouent tranquillement au bord de la rivière Perquilauquén, comme à leur habitude. Ils courent, ils rient, ils lancent des cailloux dans l'eau, jusqu'à ce que leur curiosité les pousse à s'approcher d'un sac étrange, abandonné là entre des rochers. Intrigués, ils s'approchent du sac en plastique, ils l'ouvrent et ce qu'ils découvrent à l'intérieur dépasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Là, dans ce sac en plastique, il y a un pied humain. Le pied est gonflé, il est en état de décomposition avancée, il est probablement resté là depuis plusieurs jours et l'odeur, les gars, insoutenable. En voyant ça, les enfants sont pris de panique. Ils retournent chez eux en courant, ils racontent à leurs parents ce qu'ils ont vu. Les parents appellent la police et les autorités arrivent rapidement sur les lieux. Et ils découvrent à leur tour le pied humain. Mais ce n'est que le début, puisqu'en poursuivant les recherches le long de la rivière, les agents de police retrouvent d'autres sacs similaires. Tous contiennent des morceaux de corps humain. Après avoir fouillé sur plusieurs kilomètres, ils retrouvent finalement presque tout un corps, même s'il leur manque quelques parties. Cela dit, il y a quelques parties qui permettent de savoir qu'il s'agit d'un homme, n'est-ce pas? Les enquêteurs remarquent tout de suite deux détails importants. Le premier, c'est que chaque sac a été soigneusement et lourdement lesté avec des pierres pour éviter qu'il remonte à la surface. Et le deuxième détail, c'est que les extrémités des doigts ont été coupées net, avec précision. Ça ne peut signifier qu'une chose. Les empreintes digitales ont été volontairement supprimées pour empêcher l'identification du corps. D'ailleurs, dès le départ, les enquêteurs comprennent ou pressentent qu'il ne s'agit pas de plusieurs victimes, mais bien d'un seul et même corps. Cet homme a été démembré puis réparti dans plusieurs sacs pour être dissimulé, ce que confirme d'ailleurs l'autopsie. Il s'agit bien d'un seul individu, un jeune homme. Dans la mesure où on n'a pas son identité, les enquêteurs lui donnent le surnom NN, pour No Name. C'est un peu comme John Doe, Jane Doe. On n'a rien retrouvé à proximité des morceaux de corps, aucun papier d'identité, on n'a pas d'empreinte comme je vous l'ai dit, et son ADN ne matche avec aucun ADN enregistré dans la base de données. Et le visage est beaucoup trop décomposé pour en faire un portrait. C'est assez mince ça pour démarrer une enquête, d'autant qu'aucune disparition n'a été signalée dans la région. Donc très vite, les enquêteurs envisagent la piste du règlement de compte, une exécution bien organisée liée au trafic de drogue. Dans ce milieu, c'est pas rare que des corps mutilés apparaissent, exécutés puis abandonnés, sans qu'on ne découvre jamais qui ils étaient, et sans que personne ne réclame leur corps, comme pour ce jeune homme. Sauf que, à près de 400 km de là, donc dans une autre région, une femme a bel et bien signalé la disparition d'un jeune homme. Victoria Paratapia a récemment signalé la disparition de son ancien locataire. Victoria est propriétaire d'une maison à Batuco, près de Santiago, où elle vit avec ses filles. Et pour arrondir ses fins de mois, elle loue régulièrement des chambres dans sa propriété. En 2016, un jeune homme de 27 ans, Reinier Sanchez González, lui a proposé de louer une de ses chambres. Et Reinier est originaire de Cuba. À ce moment-là, il vient d'arriver au Chili avec un visa de tourisme. Mais son objectif, c'est en fait de trouver du travail, s'installer et construire son avenir au Chili. Il a étudié l'odontologie, il possède même son titre de dentiste, mais comme beaucoup de Cubains, à cause des difficultés politiques et sociales dans son pays, il n'a jamais pu exercer. Alors il a tout quitté dans l'espoir de recommencer ailleurs et surtout de subvenir aux besoins de sa famille, notamment sa maman Ella et son frère Ravi qui vivent très pauvrement à la Havane. Il s'installe chez Victoria et rapidement il développe une relation amicale. Reinier est poli, respectueux, c'est une personne douce avec beaucoup de cœur et il est très attaché à sa mère. D'ailleurs il parle avec elle presque tous les jours. Victoria voit en lui un jeune homme brillant et courageux qu'elle veut aider. C'est pas évident de tout quitter pour s'installer dans un autre pays, sans famille, sans repère. Elle le trouve admirable et pendant 2 ans, entre 2016 et 2018, Reinier vit chez Victoria. Alors il ne peut pas tout de suite exercer comme dentiste parce qu'il doit d'abord obtenir la validation de son titre de dentiste et un permis de travail. Mais en attendant, il enchaîne
enchaîne les petits boulots dans la construction et sur les chantiers. C'est au noir, mais Régnier n'a pas le choix. Il doit envoyer de l'argent à sa famille à Cuba et ces 2 années sont une période très difficile pour lui. Il travaille d'arrache-pied pour s'assurer que sa mère ne manque de rien. Et forcément, ça touche Victoria. Et elle l'aide comme elle peut. Elle lui cuisine son repas du soir, elle l'encourage, elle le soutient dans ses démarches administratives. Leur relation a rapidement dépassé le cadre amical. C'est davantage devenu une relation mère-fils. Victoria a l'âge d'être sa mère et d'ailleurs Régnier appelle Victoria sa maman chilienne et Victoria dit de lui que c'est son fils de cœur. C'est vraiment une belle relation. Et en 2018, bingo. Régnier décroche un poste d'odontologue dans une clinique appelée Punto Dental dans la commune de Lampa. Et c'est à seulement 11 km de Batuco, là où il vit chez Victoria. Lampa, c'est une ville modeste d'environ 35 000 habitants située dans la province de Chacabuco, dans la région métropolitaine de Santiago du Chili. C'est une ville super agréable à l'ambiance chaleureuse. Et Régnier va travailler dans la seule clinique de la commune. Elle est dirigée par Rolando Ricardo Villagrán Retamal, un homme de 56 ans marié et père de 2 enfants, et par son associée, Clara Elena González Figueroa, une célibataire de 36 ans. Régnier prend son poste et il séduit immédiatement tout le monde. Peut-être que c'est grâce à son charme naturel, ou son accent cubain, sa gentillesse, ou tout simplement parce qu'il est très professionnel. Et rapidement, les patients commencent à demander spécifiquement à être traités par lui. Et au fil des semaines, il devient la figure centrale de la clinique, ce qui ravit ses employeurs. Les rendez-vous augmentent, la clientèle aussi, donc l'argent rentre. Grâce à ce nouveau travail, Régnier prend enfin son appartement seul à Lampa pour être plus proche de la clinique. Mais malgré ça, il ne coupe pas les ponts avec Victoria, c'est tout le contraire même. Il l'appelle presque tous les jours pour lui raconter sa journée ou lui demander des conseils et chaque week-end, il retourne à Batuco pour déjeuner avec elle, comme avant. Il lui raconte tout, ses projets, ses doutes, ses joies, ses galères. Bref, Victoria, c'est sa confidente, c'est sa maman chilienne. Et à Lampa, Régnier se fait également un ami avec lequel il devient très proche, José Armando Dorado, c'est un Cubain exilé, comme lui. Au fil des mois, tout semble aller comme dans le meilleur des mondes pour Régnier. Il travaille enfin comme dentiste, il est très apprécié par ses patients, il se construit une excellente réputation, il a ses amis fidèles, Victoria et José. Bref, il commence à se stabiliser et surtout, il peut enfin aider financièrement sa famille à Cuba. La seule ombre au tableau, c'est son patron. Même si Régnier est un excellent employé, Rolando n'a pas un caractère facile. C'est pas quelqu'un qu'on peut qualifier de gentil en fait. Il maltraite verbalement ses employés quotidiennement, il les dénigre, il les rabaisse très souvent et c'est même pas qu'avec le personnel de la clinique. Il est aussi conflictuel et agressif avec les patients. Ça, c'est quand même culotté. Au début, quand Régnier a été embauché, Rolando avait été agréable avec lui, mais avec le temps, la relation s'est détériorée. Il y a de l'électricité dans l'air. Et puis Régnier a rapidement remarqué que Rolando consomme de la drogue à l'intérieur de la clinique. Et il fait même du trafic de drogue dans la clinique entre 2 patients. Alors, certes, c'est lui le patron, mais quand même, il y a des limites, non? Concernant sa relation avec Clara, la deuxième patronne, ils sont d'abord devenus bons amis, mais au fil des semaines, Clara lui a montré quelques signes d'intérêt, puis quelques sous-entendus. Et rapidement, ils entament une relation, mais cachée, entre 2 consultations, entre une carie et un détartrage. Et a priori, c'est pas une relation sentimentale, c'est purement charnel. C'est discret, carré, pas de débordement, et durant plusieurs mois, ils se côtoient. Entre une carie et un détartrage. Bon, en soi, ça pose pas de soucis. Ce sont 2 adultes consentants qui font leurs petites affaires en dehors des heures de travail. Ça n'impacte pas le bon fonctionnement de la clinique. Et pourtant, ça va devenir un problème pour Rolando. Rolando est marié et comme je vous l'ai dit, il a des enfants. Et Clara, de son côté, est célibataire. Mais dans les faits, Rolando et Clara sont amants depuis des années. Alors certes, c'est une relation officieuse, mais c'est bien réel. C'est pas juste du zouk love entre 2 caries. En tout cas, Rolando estime que Clara lui appartient. Et quand elle lui dit qu'elle ne veut plus continuer leur relation, car maintenant elle est avec Régnier, entre guillemets, eh bien il pète un câble. Et à partir de là, l'ambiance dans la clinique devient malsaine. Rolando se transforme en bourreau même. C'était déjà un relou avant ça. Maintenant, c'est encore pire. Il parle mal à tout le monde, mais surtout à Régnier, bien sûr. Il l'humilie, il le provoque en permanence, même devant les patients. Ça, c'est pas très professionnel, les gars. Et il est tout aussi cruel avec Clara. Les bagarres deviennent quotidiennes entre les 2 associés, tellement que Régnier doit régulièrement stopper son travail et faire attendre ses patients dans son cabinet pour les séparer. Un jour, Rolando a même tenté de pousser Clara par la fenêtre du 2e étage. Et c'est Régnier qui l'en a empêché. Les mois passent et Régnier supporte de moins en moins cette situation. Mais il patiente parce qu'il doit aider sa famille au bled. Et à cette même période, il commence à remarquer des choses étranges dans la gestion de la clinique. Il se rend compte que certains patients sont facturés pour des actes médicaux non réalisés. Et que beaucoup paient des tarifs excessifs et qu'il y a même des rendez-vous fantômes qui sont ajoutés à l'agenda pour faire entrer de l'argent venu d'on ne sait où.
Ça sent le blanchiment d'argent, non? Forcément, la tension monte d'un cran pour Régnier. C'est quelqu'un de droit et d'honnête, les arnaques et les magouilles, c'est pas son délire, donc il confronte directement Rolando. Il lui envoie un message vocal très explicite dans lequel il l'accuse de maltraitance physique et émotionnelle, non seulement envers lui, mais aussi envers d'autres employés et même des patients. Il lui dit qu'il l'a respecté un temps parce que c'est son patron, mais qu'il ne peut plus cautionner ce qu'il fait. Et pour Rolando, c'est pas simplement un employé qui le défie là, les gars. C'est un rival, quelqu'un qui lui a pris sa place dans sa vie privée avec Clara et qui veut carrément lui prendre sa place à la clinique. Et ça, il peut pas le supporter. Tú merecías mi respeto y te lo ganaste en algún momento y con el mismo respeto, lo mismo te lo ganaste, te lo perdiste con toda la falta de respeto y todo lo vulgar que tú eres y todos los pacientes que has maltratado y has hecho llorar. No te da vergüenza. Te voy a denunciar. Yo sé quién tú eres. Eres cruel, eres abusador, has acosado a tus trabajadores con maltrato físico y maltrato emocional. A todos los que han trabajado ahí. Il était déjà dur et insultant avec Régnier. Là, son comportement devient extrêmement hostile. L'ambiance est maintenant toxique, complètement irrespirable même. Là, vous vous demandez certainement pourquoi Régnier ne quitte pas tout simplement la clinique. Eh bien, la réponse est simple, les gars. Régnier est arrivé au Chili avec un visa de touriste en espérant pouvoir régulariser sa situation sur place. Il veut faire reconnaître son diplôme cubain d'odontologue et obtenir un permis de travail. Mais en réalité, les démarches administratives prennent des années et Régnier n'a toujours pas obtenu ses papiers. Et malgré ça, dans cette clinique, on lui a donné l'opportunité de travailler comme dentiste. Certes, c'est au black, mais c'est ce qu'il aime faire. Et contrairement au chantier, ça ne le tue pas physiquement. Alors oui, ok, il n'a pas de contrat, mais il peut exercer son métier. Donc il patiente. Malgré les humiliations, malgré les abus, il patiente. Mais il ne le fait pas uniquement pour lui, il le fait surtout pour sa mère qui dépend de lui financièrement. Il ne peut pas se permettre de tout laisser tomber même s'il en a envie. Il parle d'ailleurs régulièrement de sa situation à Victoria. Elle est au courant de tout, chaque week-end quand il vient déjeuner chez elle, il se confie et la semaine il l'appelle. Ou alors il lui envoie des messages vocaux et il lui raconte tout. La situation dans la clinique, les abus, les bagarres constantes entre Rolando et Clara et les intimidations qu'il reçoit de la part de Rolando. Et elle le conseille comme une mère. Elle lui dit d'essayer de garder son calme, de ne surtout pas se mettre en danger et de chercher ailleurs d'autres opportunités. Mais dans le fond, Victoria est très inquiète parce qu'elle sait que Rolando est un homme violent. En tout cas, il a l'air d'être très instable psychologiquement parce que pour insulter et intimider ses employés, voire ses patients, c'est qu'il est quand même instable. Et au mois d'avril 2021, Régnier est tout bonnement licencié, ou plutôt remercié, vu qu'il n'avait pas de contrat de travail. Bon, vous l'aurez deviné, la situation ne s'était pas améliorée à la clinique, loin de là, à cause entre autres de la relation entre Clara et Régnier. Et même si Régnier vit très mal ce licenciement, il ne compte pas baisser les bras. Sa mère compte sur lui à Cuba et il sait qu'il peut retrouver du travail. Il a les compétences. Et Victoria le soutient comme elle l'a toujours fait. Il va retrouver du travail et il aura son permis de travail. Patience. Et puis arrive début juillet. Et Régnier, ce jeune homme si chaleureux, si attentionné avec ses proches, change radicalement, à tel point que Victoria s'inquiète rapidement. Ils ont toujours échangé par message, comme je vous l'ai dit, ils sont très proches, mais à présent, quand elle lui envoie un message pour savoir comment il va, il répond d'une manière étrangement distante, presque mécanique. Rien à voir avec le Régnier qu'elle connaît. Et surtout, il ne vient plus du tout la voir le week-end, comme il l'a toujours fait. Au départ, Victoria pense que c'est peut-être une petite tension passagère. La dernière fois que Régnier lui a rendu visite, il lui avait confié qu'il était en contact avec une jeune femme à Cuba qui lui plaisait. Ils discutaient en ligne, ils s'entendaient bien et il voulait la faire venir au Chili. Et visiblement, Victoria n'avait pas très bien accueilli l'idée. Elle s'était montrée un peu sur la réserve. Donc maintenant qu'il lui donne moins de nouvelles, elle pense qu'il lui en veut peut-être de ne pas avoir été heureuse pour lui. Il aurait sans doute aimé qu'elle se réjouisse davantage pour lui. Mais pour Victoria, c'est rien de très sérieux. Ils se connaissent depuis 3 ans, ils ont toujours été très proches. C'est pas ça qui va briser leur relation. Donc Victoria insiste, elle lui demande ce qu'il se passe, si tout va bien. Et là, Régnier lui explique par message qu'il a pris une décision. Il quitte le Chili. Il lui dit que ce pays ne lui apporte plus ce qu'il recherche, que tout est devenu trop difficile au niveau des démarches, il ne trouve pas de travail de dentiste, donc il va partir s'installer en Argentine. Tiens donc. Ça, c'est quand même bizarre, non? Et Victoria, c'est pas la seule à trouver le comportement de Régnier étrange. Du côté de Cuba, sa mère, hélas, sent elle aussi que quelque chose ne va pas. Elle a récemment envoyé à son fils des documents administratifs importants pour renouveler son visa chilien, mais elle n'a reçu aucune réponse de sa part. Régnier a toujours communiqué avec elle quasiment exclusivement en appel vidéo. Et à présent, il se contente d'envoyer des messages WhatsApp. Il ne l'appelle plus en visio et il ne lui envoie plus de photos. Il lui a écrit qu'il est parti dans le sud du Chili pour rejoindre l'Argentine
Argentine et là-bas, le réseau est très mauvais. Il doit systématiquement sortir de la maison pour capter un peu de signal, ce qui n'est pas franchement pratique. Autant vous dire qu'Ella n'a pas compris la décision de son fils. Régnier est un homme réfléchi, c'est un homme posé qui connaît ses priorités. Pourquoi tout quitter comme ça? Et c'est d'ailleurs ce qu'elle lui fait remarquer. On ne prend pas ce type de décision sur un coup de tête. C'est bizarre comme décision, ça. Elle lui demande de l'appeler en visio dès qu'il pourra, mais manque de bol, il lui dit que son téléphone est cassé, qu'il ne peut plus passer d'appels ou envoyer des photos. Il peut seulement communiquer par WhatsApp. Mais pas de panique, il va bientôt racheter un téléphone. Et là, il pourra lui envoyer des photos. Ça vous rappelle l'affaire Marie-Carmen Merino, n'est-ce pas? Bon, autant vous dire qu'Ella ne reconnaît pas la façon de s'exprimer de son fils. Elle le connaît par cœur, forcément. Et là, dans ses messages, il emploie des mots ou des expressions qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. Elle sent que quelque chose cloche. Et c'est pareil pour son crush à Cuba. Vous savez, la jeune femme avec qui il est en contact et qu'il veut faire venir au Chili. Il lui a récemment envoyé un message sur WhatsApp, un message sec et brutal dans lequel il rompt tout contact avec elle. Il part en Argentine, donc c'est préférable de couper les ponts finalement. Et pareil pour José, vous savez, son ami cubain qui vit au Chili, il lui annonce qu'il part vivre en Argentine, mais il ne lui dit pas au revoir. Il ne passe pas le voir et il ne donne pas plus de détails. C'est flou et incohérent. Tous ceux qui le connaissent plus ou moins bien sentent que quelque chose ne tourne pas rond dans cette histoire. Régnier a habituellement une excellente orthographe, de belles tournures de phrases, et là c'est mal orthographié et en plus ça n'a ni queue ni tête. Victoria est persuadée qu'il lui arrivait quelque chose de grave. Donc au cours du mois de juillet 2021, elle décide de contacter les autorités pour signaler sa disparition. Et comme on pouvait s'y attendre, parce que c'est systématiquement ce qu'il se passe, les policiers ne font rien. Si Régnier envoie des messages et s'il répond, c'est qu'il n'a pas disparu. Il est adulte, il a le droit de partir là où il veut, non? Sauf que Victoria et José connaissent Régnier. Ils savent qu'il n'aurait jamais coupé le contact comme ça. Il ne serait pas parti sans un mot comme un voleur, surtout pour sa mère. Victoria est la confidente de Régnier habituellement et elle et José savent qu'il était dans une position très délicate depuis quelques mois. Il était même en grand danger, clairement. Lorsque Régnier a été licencié au mois d'avril, comme je vous l'ai dit, la raison c'était que Rolando ne supportait plus que Clara et lui se détartrent mutuellement. Mais il n'y avait pas que ça. Pour Rolando, Régnier était devenu une menace. Peu avant son licenciement, Régnier avait découvert un secret concernant son patron. Et il en avait parlé à Victoria. Un secret qui aurait pu faire tomber toute la clinique et envoyer Rolando en prison. Régnier avait découvert que Rolando n'était pas dentiste. Il n'avait aucun diplôme, aucune formation, aucun titre. Les gars, comment c'est possible? En fait, c'était grâce à son fils. Rolando a un fils qui s'appelle Damian et qui lui a fait des études pour être dentiste. Il a obtenu son diplôme. Donc Rolando utilise son titre pour exercer. D'ailleurs, à la clinique, tout le monde connaît Rolando sous le prénom Damian. Et depuis toutes ces années, Rolando se fait passer pour son propre fils qui lui travaille dans une autre région. Et quand je dis exercer, les gars, c'est exercer. Il consulte les patients, il les opère, il leur prescrit des médicaments, bref, il leur fait la totale sans aucune qualification. En plus d'être illégal, c'est extrêmement dangereux. Et si ça venait à être découvert, la clinique serait immédiatement fermée et Rolando irait en prison. Logique. Et Régnier a découvert ce secret. Alors comment est-ce qu'il l'a su? On ne sait pas précisément, c'est peut-être parce qu'il était proche de Clara, peut-être qu'entre deux détartrages, elle lui en a trop dit, ou peut-être qu'il a simplement mis les pièces du puzzle ensemble lui-même. Peut-être qu'il est tombé sur la pièce d'identité de Rolando et qu'il a compris que Rolando ne s'appelait pas Damian. Peut-être qu'il a fait des recherches et qu'il a découvert la vérité. Ajoutez à ça le trafic de drogue, les abus psychologiques, les irrégularités financières, Régnier avait clairement de quoi faire fermer la clinique. Et il ne comptait pas se taire. D'après Victoria, après son licenciement, il aurait dit à Rolando « Je vais te dénoncer, je vais tout raconter à la police ». Et si c'est vrai, c'est peut-être à ce moment précis qu'il a signé son arrêt de mort. Comme je vous l'ai dit, Victoria et José étaient au courant de cette histoire. Donc quand les messages de Régnier ont commencé à devenir bizarres et impersonnels, ils ont compris que quelque chose de grave était arrivé. Et à partir du 27 juillet, le lien se coupe complètement. Régnier ne répond plus à leurs messages, comme si le téléphone avait été éteint. Quelques jours après, à 400 km de là, des morceaux de corps sont retrouvés par des enfants au bord de la rivière Perquilahuacán. La nouvelle fait rapidement le tour de la presse. Là, on parle d'un corps déchiqueté et dispersé dans plusieurs sacs avec des pierres à l'intérieur pour éviter qu'il ne flotte. C'est glauque, d'autant que ce sont des enfants qui ont fait la découverte. Et quand Victoria et José tombent sur cette nouvelle dans les médias, ils ont un mauvais pressentiment. Ils contactent à nouveau les autorités, mais cette fois, ils précisent que le corps retrouvé pourrait être celui de leur ami, Régnier.
Les restes ont entre-temps été transportés au service médico-légal de Chillán. Comme je vous l'ai dit, il manque certaines parties du corps et d'après le médecin légiste, 2 outils différents ont été utilisés pour démembrer le corps, une scie et une hache, ce qui suggère la possible implication de 2 personnes. Alors, autre détail, comme je vous l'ai dit plus tôt, les empreintes digitales ont été tranchées, certainement pour empêcher toute identification, mais dans l'une des mains, on a retrouvé un petit fragment latéral de doigt encore exploitable. Les enquêteurs ont été informés qu'une femme a contacté la police à 400 km de là pour déclarer la disparition de son ancien colocataire, Régnier. Donc le petit fragment de doigt est comparé aux empreintes de Régnier que l'on a grâce à son dossier administratif. Et le verdict tombe. Les restes humains sont bien ceux de Régnier. Bon, vous vous en doutiez, je pense qu'il n'y a plus de mystère à ce stade de l'histoire. On compare également l'ADN des restes à l'ADN de Régnier grâce notamment à ses effets personnels, et c'est encore une fois confirmé. Et pour info, l'autopsie n'a pas permis de déterminer avec certitude l'origine du décès à cause de la décomposition et du démembrement. Cela dit, on suppose qu'il a été frappé à plusieurs reprises puis étranglé. Et on estime qu'il est mort 1 mois avant la découverte des restes, ce qui coïncide avec son étrange projet de départ pour l'Argentine. Il y a un autre détail intéressant et important. Bon, en soi, on sait qu'il s'agit de Régnier, il n'y a plus de mystère, c'est confirmé, mais sur l'un des morceaux de corps, le médecin a mis en évidence la trace incomplète d'un tatouage. Juste un fragment, c'est à peine visible, et quand on regarde les photos de Régnier sur son profil Facebook, on voit que ça correspond avec l'un de ses tatouages, un grand ange majestueux, les ailes déployées. Là, on n'a retrouvé qu'un petit morceau, l'extrémité supérieure d'une aile, et ce que les enquêteurs pensent, c'est qu'on a essayé de faire disparaître le tatouage. Il a été arraché, comme pour les empreintes. Et le but était bien sûr de rendre l'identification des restes impossible. À ce stade de l'enquête, la police n'a pas encore tous les éléments en main. Ils ont l'identité de la victime, mais pas encore tous les détails. Simplement qu'il a été porté disparu par des amis à lui à 400 km de là. Donc les enquêteurs examinent les réseaux sociaux de Régnier, et là ils tombent sur les éléments clés de sa vie, son dernier emploi à la clinique Punto Dental, sa relation avec Victoria, son cercle d'amis, sa famille, etc. Donc les enquêteurs entrent en contact avec Ella, sa mère, et là elle leur raconte que la dernière fois qu'elle a vu son fils en appel vidéo, c'était le 2 juillet. Il était chez lui à Lampa et tout semblait normal. Mais après ça, plus aucun appel. Seulement des messages écrits qui ne lui ressemblaient pas. Et en examinant l'ensemble des échanges de Régnier avec ses proches, les enquêteurs remarquent que son style a effectivement radicalement changé le 4 juillet. Là encore, ça coïncide avec les conclusions du médecin légiste, puisqu'on suppose qu'il est mort entre le 2 et le 4 juillet. Victoria et José sont finalement interrogés, et là les enquêteurs découvrent tout ce que Régnier subissait lorsqu'il travaillait à la clinique. Et pour Victoria et José, les propriétaires de la clinique sont forcément impliqués dans le meurtre de leur ami. Victoria leur raconte tout, les comportements violents de Rolando, sa relation avec Clara, la drogue dans la clinique, les fraudes, et le fait que Rolando exerce avec le diplôme de son fils Damian. Régnier aurait menacé son patron de le dénoncer. C'est un mobile, ça, non ? Les enquêteurs poursuivent leurs investigations et ils découvrent que le téléphone portable de Régnier reste allumé pendant plusieurs jours après sa disparition. Ils analysent les signaux, les antennes, les déplacements et ils découvrent que le 4 juillet, donc 2 jours après le dernier appel vidéo passé à sa mère, le téléphone de Régnier a entamé un long trajet de 12 heures. Un long voyage de Lampa jusqu'à la région de Nuble à proximité de la rivière Perquilahuacán, là où ses restes sont découverts 1 mois plus tard. Les enquêteurs ne s'arrêtent pas là, ils décident de croiser les données du téléphone de Régnier avec celles des téléphones de Rolando et de Clara. Et ce qu'ils trouvent est accablant. Le 4 juillet, les 3 téléphones, donc celui de Régnier, de Rolando et de Clara, se déplacent ensemble. Ils suivent exactement le même itinéraire en même temps, antenne après antenne, borne après borne, sur plus de 400 km jusqu'à Niquén. Même lieu, même heure, même route. Les 3 téléphones voyagent en collé serré. Et les heures qui suivent, les 3 téléphones font le trajet inverse, toujours en collé serré, pour revenir au point de départ le 5 juillet. Bon, les enquêteurs ont compris le stratagème. Rolando et Clara ont conservé le téléphone de Régnier après sa mort et ils s'en sont servis pour envoyer des messages à ses proches. Leur objectif est bien éviter d'éveiller les soupçons de ses proches pour gagner du temps, faire croire qu'il était encore vivant, le temps que son corps se décompose totalement. Le problème, c'est qu'à présent, ce plan se retourne contre eux puisqu'en gardant le téléphone allumé, ils ont laissé une trace numérique qui devient la clé de l'enquête. Et parmi les autres preuves matérielles, les enquêteurs retrouvent également les enregistrements vidéo de l'autoroute qui confirment le passage de la voiture de Clara. Pour les enquêteurs, Régnier a été assassiné le 3 ou le 4 juillet, puis Rolando et Clara se sont débarrassés de son corps. Ils ont monté un plan calculé et méthodique jusqu'à découper les empreintes et le tatouage, démembrer le corps et disperser les morceaux dans un fleuve à 400 km de là. Le véhicule de Clara est saisi, il est analysé et on y retrouve des traces de sang de Régnier. Il avait bien sûr été nettoyé après le meurtre de Régnier, mais les gars, le sang ça ne part pas comme ça. Sur la base de toutes ces preuves, Rolando et Clara sont arrêtés le 9 septembre. Et bien évidemment, on s'en serait douté,
ils nient toute implication. Ils n'ont rien à voir avec le meurtre de Régnier. Bon, ça c'est au départ, puisque dès que les enquêteurs leur présentent toutes les preuves qu'ils ont contre eux, ils finissent par passer aux aveux, mais timidement. En fait, ils se rejettent la faute l'un sur l'autre. Clara affirme qu'elle n'a rien fait à Régnier, c'est Rolando. Et Rolando assure qu'il n'a rien fait non plus. Et ils n'en démordent pas pendant 2 ans. D'ailleurs, ils n'en démordront jamais, pour vous dire les choses clairement. Leur procès s'ouvre en octobre 2023 au tribunal de Chillán, donc 2 ans après leur arrestation. Et dès les premières audiences, le ministère public expose sa thèse. Le crime a été prémédité, planifié et réfléchi. D'ailleurs, l'un des éléments accablants pour prouver cette préméditation est présenté durant le procès. Il s'agit d'un ticket de caisse qu'on a retrouvé dans les effets personnels de Clara. Il est daté de quelques heures avant le meurtre de Régnier et il indique que Clara a acheté des sacs poubelles, du chlore et du ruban adhésif. Ce sont des articles qui ont été utilisés pour la dissimulation du corps. Tout ça mis bout à bout. Mais bon, au-delà de ces nouvelles preuves qui en soi confortent simplement leur culpabilité, ce qui intéresse surtout la cour, c'est le mobile et la part d'implication des 2 accusés. Pourquoi ont-ils assassiné Régnier? La théorie de l'accusation, c'est que Rolando était jaloux de Régnier par rapport à sa relation avec Clara. C'est ça qui serait le point de départ. C'est ajouter à ça les tensions liées au travail et l'élément crucial, le déclencheur du passage à l'acte, on va dire, ce serait les menaces de dénonciation de Régnier. Il savait tout, la drogue consommée dans la clinique, les escroqueries aux patients et surtout le fait que Rolando exerçait sans diplôme. Il risquait de tout perdre, tout, sa clinique, sa maison, sa famille, sa liberté. C'est un bon mobile, ça. Mais les 2 accusés n'en démordent pas. Ils continuent de se rejeter la faute mutuellement. Clara affirme qu'elle a été impliquée malgré elle. Elle dit que le jour du meurtre, elle, Rolando et Régnier avaient simplement rendez-vous chez elle pour discuter, en adulte mature et responsable. Mais tout est parti en vrille. Rolando a menacé Régnier, puis il l'a étranglé à mort. Et Clara était en état de choc, elle n'a pas réagi. Et puis Rolando a traîné le corps de Régnier dans la salle de bain et il l'a démembré. Clara assure qu'elle a ensuite aidé Rolando sous pression, il l'a forcé. Elle n'avait pas le choix. Et elle n'a pas participé au meurtre de façon active. Ok, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle a acheté les sacs poubelles, le chlore et du ruban adhésif avant le meurtre de Régnier? Donc quoi, Rolando lui a demandé de faire ses achats et elle s'est pas posé de questions. Rolando de son côté nie tout, il n'a rien fait à Régnier. D'ailleurs, il affirme qu'il n'avait pas peur que Régnier le dénonce puisque Régnier lui-même exerçait illégalement. Son diplôme n'était pas encore validé par les autorités et il n'avait pas de permis de travail. Donc pourquoi aurait-il pris le risque d'en parler aux autorités? Et puis comment aurait-il pu tuer Régnier à main nue alors qu'il ne fait pas le poids physiquement? Rolando est petit et trapu alors que Régnier mesurait plus d'1,80 m et était sportif. Selon ses avocats, Rolando n'aurait jamais pu le tuer, il n'avait pas les capacités physiques de le faire. Pourtant, les preuves sont là et la préméditation est avérée. Ils ont préparé le meurtre à l'avance, puis ils ont tenté de détruire toutes les caractéristiques physiques de Régnier qui permettaient son identification. Et ensuite, ils n'ont pas hésité à se faire passer pour lui auprès de sa famille et de ses proches. Ils pensaient vraiment qu'en gagnant du temps, Régnier tomberait dans les limbes de l'oubli et qu'ils pourraient ensuite continuer leur vie tranquillement. Est-ce qu'ils ont pensé ça parce que Régnier était cubain, c'est-à-dire qu'il vivait au Chili de façon illégale? C'est fort probable. Cela dit, ce qui reste le plus incompréhensible pour beaucoup dans cette histoire, c'est la participation de Clara. Elle entretenait une relation avec Régnier. Alors ok, c'était pas une relation sentimentale forte, simplement du zouk love par-ci par-là. Régnier entamait même une relation avec une fille à Cuba, mais quand même. Il s'appréciait et Régnier l'a plus d'une fois défendu quand Rolando s'en prenait à elle. Il lui a même sauvé la vie une fois. Est-ce qu'elle a eu peur de tout perdre si la clinique fermait? Est-ce que Rolando lui a vraiment mis la pression? Ce dont on est sûr, c'est qu'elle a agi sans aucune hésitation. Le 26 octobre, le tribunal rend son verdict. Clara González et Rolando Villagrán sont déclarés coupables et condamnés à 18 ans de prison chacun. Rolando écope également de 800 jours supplémentaires pour avoir exercé illégalement la profession de dentiste. Et depuis son incarcération, il a été transféré plusieurs fois de prison en raison de comportements violents et agressifs, exactement comme il l'était à la clinique. Victoria, de son côté, se bat encore aujourd'hui pour la mémoire de Régnier, mais aussi pour tous les étrangers qui, comme lui, viennent au Chili dans l'espoir d'une vie meilleure. Elle réclame des changements profonds, notamment sur les délais, pour régulariser une situation migratoire. Si Régnier avait eu ses papiers, peut-être aurait-il pu démissionner à temps et trouver un autre emploi. Et dans la mesure où la famille de Régnier n'avait pas pu se rendre au Chili pour le procès, pour récupérer ses restes faute d'argent, Victoria avait lancé un appel à la télévision. Elle avait demandé si une entreprise funéraire pouvait effectuer la crémation gracieusement et elle se chargerait de ramener les cendres à sa mère. Bon, je ne sais pas si elle a pu le faire, j'ai rien trouvé concernant cette information, mais je pense qu'elle a fait son maximum en tout cas. Et dernier détail important et loufoque dans cette histoire, après l'arrestation de Clara et Rolando, les autorités ont ouvert une enquête sur la clinique par rapport au détournement d'argent, du trafic de drogue et du fait que Rolando exerçait sans diplôme. Et ce que les enquêteurs ont
ont découvert, c'est que personne n'avait de diplôme valide dans cette clinique. Soit les employés étaient en situation irrégulière, donc embauchés au noir, soit il s'agissait de faux diplômes ou d'usurpation de diplômes. Mais c'est quoi ce cabinet? Allez savoir pourquoi, mais ça m'a fait penser au film d'horreur Le Dentiste, un vieux film qui m'avait traumatisé quand j'étais gamine. Mais lui, au moins, il avait son diplôme de dentiste. Voilà tout pour cette histoire, les gars. Bon, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, ça m'a beaucoup peiné pour Régnier. Vous savez, il m'a fait penser à qui, d'ailleurs? Au médecin égyptien, là, dont je vous avais parlé dans cette vidéo. Bon, l'histoire est totalement différente, il n'y a pas de souci, mais là, il s'agit aussi d'un triangle criminel. Bon, c'était plutôt un quatuor, d'ailleurs, dans l'affaire égyptienne. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Peut-être parce qu'il s'agit d'un cabinet médical. Et bien sûr, ça m'a beaucoup fait penser à Marie-Carmen Mérino avec le coup du téléphone. Est-ce que les gens pensent que c'est aussi simple que ça de faire disparaître quelqu'un dans le néant, surtout quelqu'un d'intégré socialement? Ça n'a pas de sens. Donc, arrêtez de faire ça, les gars, s'il vous plaît. Bon, et ben écoutez, mettez-moi en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette affaire, si vous la connaissiez bien sûr, et puis moi je dois partir. Donc ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt. Bueno, aquí la necesidad de él y de cualquier extranjero. Ellos aguantan muchas cosas, humillaciones en este país, que no les cancelen sus sueldos. Solo el hecho de que este gobierno no le dé la posibilidad de convalidar, de, como te dijera yo, de regularizarse en un corto tiempo. En un plazo prudente. Aquí si el gobierno le hubiese dado la posibilidad y no lo tramitaran tanto a los extranjeros, esto no hubiese sucedido, porque Régnier, siendo profesional, él hubiese trabajado en una clínica de alto prestigio, porque era muy buen médico.